relation ou les relations actuelles entre les États-Unis et le Burkina Faso. Vous savez qu'il avait annoncé être ouvert à de nouveaux partenaires, le nouvel homme fort du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Et voilà que dans la foulée, il a été mis en garde contre le groupe russe Wagner. Vous l'aurez donc compris, chers invités, on parlera donc de cette mise en garde des États-Unis à l'endroit du Burkina Faso. Les États-Unis donc qui ont mis en garde le gouvernement, la transition au Burkina Faso contre le groupe Wagner. Comment comprendre cet avertissement? Ingérence ou conseil d'amis? Vos analyses sont les bienvenues. Je vais commencer avec vous sur ce point, Michel Collomb. Alors, comment comprendre? Vous êtes certainement au courant de tout ce qui se passe actuellement au Burkina Faso. Et on a appris également que dans quelques jours, justement, le gouvernement de la transition et les autres membres, il y aura des assises justement pour désigner un président parmi les civils. Le Burkina Faso avance peut-être lentement, mais sûrement. Et dans cette avancée, on a appris il y a quelques jours que les États-Unis ont mis en garde le nouveau gouvernement de transition contre la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez? Et malheureusement, je ne suis pas au courant de toute l'actualité parce qu'Investigation, c'est une toute petite équipe et que quand on rédige un livre qui est dans sa dernière phase, on est obligé de se concentrer là-dessus. Donc, je n'ai pas suivi tous les événements. Mais ce qui me semble important à souligner comme tendance générale, euh, en enchaînant sur l'intervention de mon prédécesseur, c'est qu'effectivement, l'Afrique est à un tournant et comme l'avait expliqué Saïd Bouamama dans son manuel stratégique de l'Afrique, j'ai eu l'honneur de lui recommander de rédiger et de publier, l'Afrique a maintenant les moyens de suivre sa voie, d'aller vraiment jusqu'au bout de la décolonisation et de ne plus être ce continent subordonné aux Européens puis aux États-Unis. Et on a vu dans cette affaire de l'Ukraine que toute une série de gouvernements, et pas forcément des gouvernements de gauche ni très révolutionnaires, ont carrément dit non à Washington en disant là maintenant on s'occupe de nos intérêts, c'est pas à vous à nous dire avec qui on doit faire du commerce et qui on doit boycotter. Et donc je crois que c'est clairement un pas en avant. On a vu aussi au Mali une forte évolution avec le refus de l'opération coloniale de la France, elle aussi sous un prétexte de terroristes qu'ils avaient en réalité d'abord favorisé, armé, mis en scène pour dire voilà, on va protéger le Mali du terrorisme, en réalité ils ne faisaient rien. Donc je crois qu'on a là une évolution très intéressante. Je dirais qu'on a quelque part un peu une dérive des continents. On avait un monde soumis largement aux États-Unis et à l'Europe, avec quelques exceptions de pays, la Chine bien sûr, Cuba, le Venezuela, l'Érythrée en Afrique aussi, etc., qui résistaient, qui étaient un peu des îles quelque part. Bon, la Chine c'est une grande île, mais voilà les autres. Et donc maintenant, on a une sorte de dérive, c'est l'histoire s'inverse. C'est les États-Unis et l'Europe qui deviennent clairement la minorité, qui deviennent isolés. Ce qu'ils appelaient soi-disant la communauté internationale, ça s'effondre. Et peut-être que justement, dans ce monde multipolaire, une vraie communauté internationale peut émerger. Et donc, je crois que pour l'Afrique, ce qui est encourageant, c'est si on a des dirigeants qui osent résister, qui luttent clairement contre la corruption, c'est absolument fondamental de ne pas se laisser acheter, et qui ensuite développent les initiatives de leur peuple, parce qu'un peuple ne pourra résister durablement et efficacement que si on développe l'initiative de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes, pour construire une économie différente, pour construire une information différente aussi, et être capable de, oui, d'acquérir une véritable autonomie. Je crois que la décolonisation, elle peut se réaliser vraiment maintenant. Et c'est l'espoir que je formule pour le peuple du Burkina et de tous les pays africains. Alors, Gamal Abina, on a évoqué ici même sur ce plateau avec vous, il y a quelques jours, cette mise en garde des États-Unis contre le Burkina Faso. Voilà, les États-Unis qui mettaient en garde le Burkina Faso contre la Russie. Vous avez précisé justement comme ça parce qu'après, dire à chaque fois le groupe paramilitaire russe Wagner et tout, c'est une mise en garde, on l'a compris, contre la Russie.
Et donc, malgré cela, malgré, on n'a pas eu de réaction de la part du Burkina Faso, la seule chose qu'on sait, en ce qui concerne les avancées de ce côté depuis le coup d'État, depuis que le nouvel homme fort Ibrahim Traoré est arrivé, c'est qu'il a annoncé hier samedi la tenue les 14 et 15 octobre des assises nationales devant désigner un président de transition avant, bien sûr, l'organisation des élections en 2024 dans ce pays qui, malgré tout, il faut toujours le dire, hein, reste miné par la violence djihadiste et qui est dans le théâtre, on le rappelle encore, de 2 coups d'État en 8 mois seulement. Comment est-ce que vous analysez cette attitude du nouvel homme fort du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, malgré justement cette mise en garde des États-Unis? Bon, déjà, quand les États-Unis font des coups de pression, parce que là on parle de coups de pression, c'est encore une fois la méthode western, on se souvient que récemment, des députés américains ont demandé à ce que l'Algérie soit sanctionnée parce qu'elle achetait des armes aux Russes. Donc là, on est arrivé à un seuil, effectivement, où c'est pour ça que je parle de retour de guerre froide. Les guerres par proxy, les pressions, les tentatives d'intimidation ou d'achat des États, parce que ça passe aussi par le porte-monnaie, sont monnaie courante. Alors pour ce qui concerne le Burkina, effectivement, ils ont démis de ces fonctions en homme qui semblaient trop mous par rapport à la question française. La question du djihadisme qui a été évoquée à l'instant par rapport au terrorisme qui semble largement encouragé et qui est un bon prétexte pour intervenir, eh bien ces questions-là semblent avoir été réglées au Mali, on espère, avec des méthodes effectivement radicales, puisque la méthode russe concernant les questions de terrorisme est radicale. Par contre, vous avez évoqué Wagner, moi ça me fait toujours rigoler, ils auraient pu l'appeler Hitler, ça aurait été beaucoup plus simple. C'est quand même très ridicule, plutôt que de l'appeler Pushkin Wagner, qu'un groupe qui serait un groupe paramilitaire, un petit peu à l'image de Blackwater aux États-Unis, un groupe privé donc, viendrait intervenir dans un pays africain à la demande d'un pays africain. On parle du Mali, certainement du Burkina, alors que les Russes ont quand même une armée conventionnelle, classique, d'État, avec des coopérants militaires qu'ils ont toujours utilisés en Amérique du Sud, en Afrique et au Moyen-Orient, et qui sont là pour former effectivement les militaires maliens. Donc je ne vois pas l'intérêt de parler de groupes paramilitaires quand l'État russe, effectivement, participe directement et de façon claire à ce soutien puisqu'il a été demandé. Et effectivement, par rapport à ça, la proposition de transition démocratique, c'est un peu l'espèce de sacerdoce, enfin pas de sacerdoce, c'est un petit peu une sorte de marronnier comme ça, des pays un peu trop sauvages pour se diriger, à qui il faudrait imposer un modèle qui est le seul valable au monde d'ailleurs, la démocratie. On a évoqué tout à l'heure la démocratie européenne qui interdit au peuple de se prononcer sur le fait d'aller ou pas en guerre ou de sanctionner un pays. Là, il n'y a pas de démocratie. Par contre, on demande aux Africains de faire des votes pour faire cette espèce de mascarade démocratique et pour donner le sentiment que parce qu'ils sont démocrates, ils seront donc mieux gérés, mieux développés. Ça fait très longtemps que depuis ces fameuses assises de la Baule voulues par Mitterrand, que la démocratie a été imposée à pas mal de dirigeants africains, du moins ce vernis démocratique, et que ça n'a pas donné grand-chose en termes de développement. Et là où il y a vraiment un tremblement de terre idéologique, c'est que un pays a démontré que la démocratie n'était pas nécessaire pour le développement. C'est la Chine. La Chine n'est pas du tout démocratique et pour autant, c'est devenu la première puissance économique. Donc la démocratie ne veut pas dire le développement, la stabilité, la sécurité ou les droits humains ou simplement les droits individuels. La démocratie, c'est une sorte de rêve comme ça un petit peu délirant qu'on nous met en avant et qu'on veut nous imposer. Alors on a imposé la démocratie par les bombes en Irak et en Libye, on voit le résultat. Et on voudrait, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, faire en sorte que la démocratie soit concomitante avec un amour illimité de la France. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont inquiets, parce que quand il y a un coup d'État comme ça, un petit peu comme l'ont fait ces militaires, que ce soit Assimi Goïta, Touadéra et autres, lorsqu'ils arrivent au pouvoir et que ce sont des militaires qui arrivent au pouvoir, en particulier actuellement en Burkina, ça rappelle un peu la grande époque de Sankara qui était aussi un militaire. Ce pas des gens qui ne sont pas forcément hyper favorables à la démocratie parce que c'est un luxe qu'on peut se payer que quand on a de la stabilité et de la sécurité. Et surtout, ces personnages-là sont des nationalistes, des gens qui veulent défendre l'intérêt de leur pays et qui en ont vraiment un vrai ras-le-bol de cette espèce de permanence, de donner des leçons de la part des anciens colons barbares et dictateurs, qui étaient dictateurs, hein, je veux dire, parce qu'on n'avait pas de droit quand les colons étaient là, et qui nous expliquent aujourd'hui que le meilleur système, c'est le système qu'eux veulent nous imposer. Non. Il y a effectivement les droits humains doivent être respectés, les droits individuels, effectivement, l'état de droit pour l'individu, mais la démocratie n'est pas forcément le meilleur des systèmes. C'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur. Et là, quand ce président, enfin ce futur, j'espère, président, propose un président de transition, c'est sans doute pour calmer un peu le jeu et pour ne pas subir les mêmes pressions qu'a subi le Mali. C'était compliqué pour Goïta parce qu'il y a eu des pressions considérables sur l'histoire de la transition de 5 années. Et ces pressions sont là parce qu'elles peuvent arriver sous forme non seulement de sanctions économiques, on le voit bien avec la CEDEAO par rapport au Mali, ou simplement sous forme d'opérations barbouze, comme ils ont essayé de le faire en Centrafrique. Eh bien, ces questions de démocratie sont des questions qui, à mon sens, sont très secondaires. Ce qui est important, et j'appelle ça, c'est essentiel, c'est d'abord la souveraineté économique,
sécuritaire nationale. Et surtout, c'est le retour à une forme de dignité. Et il se trouve que sur l'affaire ukrainienne, sur le monde qui se divise à nouveau en Est et en Ouest, eh bien, les Africains ont la possibilité, même pour les pires. On a tout à l'heure, Michel Cohn a évoqué des États africains qui n'étaient pas forcément des super gauchistes. Hein. Je vois à qui on fait référence, à l'État le plus au nord, qui a refusé de sanctionner la Russie. Et là, les coups de pression états-uniens qui consistent à pousser les dirigeants à choisir soit, en gros, le camp du bien, les États-Unis, l'Occident, ou le camp du mal, la Russie, eh bien, ça ne fonctionne plus. Et le moyen pour essayer de manipuler ça, c'est de se dire, bah, passer par les élections, peut-être que le peuple sera d'accord avec nous. Mais en vérité, tout ça, c'est juste du maquillage. Donc, en vérité, ce que je retiens par rapport à ça, c'est que le responsable qui va faire la transition le fait parce qu'il veut calmer un peu la tension et la pression sur son pays, mais qu'in fine, au bout du compte, ce qui intéresse les dirigeants de cette région, puisqu'ils commencent à montrer l'exemple au reste de l'Afrique, c'est effectivement de couper le cordon ombilical avec l'ancienne puissance coloniale française tutélaire, qui n'a vraiment pas fait beaucoup de bien dans la région, et de choisir son propre destin en choisissant ses partenaires. Et je parle bien de partenaires, je ne parle pas de rapport de maître à esclave ou d'amitié. Il n'y a pas d'amitié dans les États, ça a été répété 10 fois, il n'y a que des intérêts. Et l'intérêt de l'Afrique aujourd'hui, c'est effectivement qu'elle puisse trouver un partenaire sérieux qui n'entravera pas son développement, parce que c'est bien d'entraver un développement dont il est question, et non pas d'incapacité. On a souvent donné le sentiment que les Africains étaient incapables de faire. Non, on les empêchait de faire, c'est pas pareil. Et donc là, il y a effectivement un tournant important qui va être négocié, j'espère. Précision, Gamal Abina. Alors, on va sortir de ce sujet avec vous, professeur François Ndengue. Alors, selon certains analystes, professeur François Ndengue, s'il est encore difficile ou alors s'il est encore peu évident de déterminer donc la voie que choisiront ces nouvelles autorités burkinabées après le récent coup d'État militaire, hein, eh bien une chose demeure évidente, c'est le rejet quasi systématique de l'orientation france-africaine par les populations concernées. Et dans ce sillage, professeur François Ndengue, qu'est-ce que vous pensez de cette récente mise en garde des États-Unis que certains qualifient déjà d'ingérence? Est-ce que vous m'entendez? Je crois que les gens n'ont pas honte. Les États-Unis n'ont pas honte. Ce qu'on appelle le monde, entre guillemets, occidental n'a pas honte. Le président Poutine les a appelés le monde du mensonge, l'empire du mensonge. Mais moi, j'ajouterais que c'est l'empire des génocides et des pillages. Et là, je ne parle pas en l'air. J'ai sur moi près de 200 livres ou articles là-dessus. Comment les États-Unis d'Amérique peuvent-ils avoir le toupet de venir parler ainsi à des Africains? Moi, je n'ai pas de mots pour qualifier pour qualifier les dirigeants africains qui acceptent ça. Comment des pays, regardez l'histoire longue, à quelle période de l'histoire, depuis 400 ans, les États-Unis se sont comportés convenablement vis-à-vis de l'Afrique. Et si je parle des États-Unis, je parle de la France aussi. Vous voyez par exemple, quand la France, soit sous le prétexte des biens mal acquis, vole les biens des Équato-Guinéens, et sous le prétexte, on dit des biens mal acquis. Et en plus, cette France a le culot de venir donner des leçons de morale. Nous sommes en face à peu près de la même chose. Comment les États-Unis d'Amérique peuvent parler ainsi à des dirigeants africains? Regardons l'histoire, c'est parce que l'histoire n'est pas enseignée et que les dirigeants africains ne connaissent pas ce qui se passe. Je vous ai dit que la Constitution américaine est inscrite dans le racisme. Il est écrit dans la Constitution américaine qu'un homme noir égale 3/5 d'un homme blanc. Je n'invente pas, je regrette. Ce sont les pères fondateurs des États-Unis qui ont écrit. Parmi les pères fondateurs, y compris George Washington, ils étaient des propriétaires d'esclaves. Ils possédaient 300, 400, 500 esclaves. Et cet esprit n'a pas disparu. Et d'ailleurs, ils ont gravé dans le marbre les statuts de ces dirigeants. Comment des gens qui ont conçu un système comme celui-là, qui est sur la négation de l'homme noir, puisqu'il n'est même pas un animal, on dit qu'il est 3/5, il n'est pas un homme. Peut-être qu'un chien, c'est 4/5 d'un homme. Et vous êtes 3/5. Je ne sais pas où ils ont sorti ces fractions. Et si on part de là, comment ils ont traité l'homme noir pendant 200, 300 ans, jusqu'à ce qu'on a appelé les droits civils? Pourquoi fallait-il qu'il y ait des droits civils?
Si les États-Unis étaient une démocratie, la question des droits civils ne se poserait pas. Pourquoi on ne parle pas de droits civils en Belgique ou en France ou en Hollande, etc. Pourquoi parle-t-on des droits civils? Parce qu'il y a consubstantiellement dans le système politique américain un racisme qui n'est pas sorti. L'homme noir, je ne dis pas que le président Biden est raciste, attention. Je crois d'ailleurs que son combat contre l'apartheid était mérité quand il était sénateur. Mais c'est une question de système, je ne parle pas d'homme. Le président Biden est peut-être un homme qui est antiraciste, et d'ailleurs, il est le premier président américain à reconnaître que le système américain et qu'il y a un racisme systémique dans le régime américain, ce qui est à son crédit. Aucun président américain n'avait reconnu cela jusqu'à présent. Si le président américain reconnaît que le racisme est systémique, c'est-à-dire que c'est dans l'ADN américain, comment un gouvernement américain peut-il venir vouloir parler sur un pied de moralité à des dirigeants africains? Et de quel droit peut-il se permettre de dire à un gouvernement africain, quel qu'il soit, attention, vous n'avez pas à faire des relations avec la Russie? Si je compare, nous n'avons pas le temps, mais si je compare la relation russe avec le monde noir et la relation américaine avec le monde noir, je vous assure que les choses iront de soi et qu'on peut choisir la Russie les yeux fermés. Je peux remonter jusqu'à Hannibal, l'arrière de Pouchkine. Et là encore, les Africains doivent savoir que la Russie, c'est presque une création africaine, puisque Hannibal était un jeune Camerounais. Mais nous n'avons pas le temps. Peut-être qu'un jour, votre chaîne pourra faire une émission là-dessus pour que les Africains sachent. Donc, les États-Unis ne peuvent pas, sur le plan moral, sur le plan éthique, venir parler aux Africains. Au contraire, c'est les Africains qui devraient en imposer aux Américains. Les Américains n'ont pas encore payé toutes leurs dettes, y compris par rapport à la population noire américaine. Ils donnent des leçons au monde entier. Mais il faut d'abord qu'ils traitent, ils n'ont pas réparé. Ce n'est pas pour rien que les policiers américains peuvent tuer des Noirs. Les problèmes de réparation du dommage causé aux Noirs américains, c'est-à-dire aux citoyens américains, est encore réel. Et le président Biden encore l'a reconnu, puisque lors de son débat avec Trump, moi j'ai suivi bien cela, il disait « Ma fille n'aura pas peur quand elle sort de rencontrer un policier blanc, alors qu'un jeune homme noir, il peut avoir peur. Ou des parents d'enfants noirs peuvent avoir peur quand leur fils sort, parce que s'ils rencontrent un blanc, ils peuvent être tués. » Donc c'est réel. Et c'était d'autant plus réel, et je vous ai cité la dernière fois aussi, la décision de la Cour suprême américaine du 6 novembre 1857 qui disait ceci: l'homme noir n'a pas de droit qu'un homme blanc est tenu de respecter. C'était dans le cas Dred Scott contre versus Stanford. Donc, les Africains ont beaucoup d'arguments pour fermer la bouche à ces impudents, à ces insolents Américains qui veulent pouvoir faire la leçon. Et quand je dis cela, ce n'est pas une insulte. Hein. Moi, je suis prêt à débattre. Je vous ai dit, chaque fois que votre collègue m'a contacté, j'ai dit, je suis prêt à débattre avec les Américains, avec l'ambassadeur des États-Unis, avec les officiels des États-Unis, avec les universitaires américains sur cette question. Nous ne sommes pas en train de cacher. Moi, je dis des choses qui sont sur la vérité. Ma mère m'a appris de ne jamais avoir peur de dire la vérité. Si ce que je dis est faux, qu'on me critique et qu'on me montre. Mais quand je dis qu'un pays qui a écrit dans sa constitution qu'un homme noir égale, une personne noire égale 3/5 d'une personne blanche, est disqualifié. Je dis bien être disqualifié pour venir donner quelques leçons que ce soit à l'Afrique. Je n'entre même pas dans le dossier de l'esclavage. Un pays dont la Cour suprême a écrit qu'un homme noir n'a pas de droit qu'un homme blanc est tenu de respecter, dans le cas, je vous rappelle, le cas de Dred Scott qui date du 6 mars 1857, est disqualifié. Et je ne vais pas rappeler tout ce qui s'est passé durant la guerre froide. Je vous ai dit que c'est les États-Unis, des espions de la CIA qui ont donné les renseignements au gouvernement apartheid pour arrêter Nelson Mandela. L'ANC était considéré comme un gouvernement terroriste. Et ce n'est qu'après la libération de Nelson, et même quand Nelson Mandela
à visiter les États-Unis, l'ANC était toujours sur la liste des organisations terroristes. L'ANC était toujours sur la liste des organisations terroristes. Je ne vais pas vous citer tout ce que les États-Unis ont fait. J'ai des livres là-dessus, j'ai des articles là-dessus que je pourrais vous citer. Mais pour terminer, je vais dire ceci. Au nouveau gouvernement du Burkina Faso, et là, la responsabilité de l'Union africaine, de la CEDEAO est engagée. Vous ne pouvez pas laisser un gouvernement étranger s'attaquer ainsi à un gouvernement africain. Les Africains disent qu'ils veulent régler leurs problèmes entre eux. Et la couardise, la faiblesse, la fainéantise des dirigeants de l'Union africaine qui n'interviennent pas et qui ne répliquent pas comme il faut au gouvernement américain et au Congrès américain qui vote des lois de cette nature me sidère. La jeunesse africaine doit être informée et elle ne doit pas avoir peur. Le nouveau gouvernement du Burkina Faso ne doit pas avoir peur s'il travaille dans l'intérêt de la population. S'il travaille dans l'intérêt de la population, et moi, si j'étais à leur place, vous connaissez mon point de vue, mon choix serait immédiatement le choix de la Russie. Pourquoi le choix de la Russie? Parce que l'expérience a montré, la Russie est le seul pays qui a montré sa capacité à éliminer le terrorisme. La Russie l'a fait déjà en Tchétchénie, et le terrorisme en Tchétchénie, ce n'était pas l'amusement. Ce n'était pas l'amusement, c'était vraiment des choses extrêmement graves. Ce n'était pas les 3 ou 4 gugus que l'on voit avec des motos et des kalachnikovs qu'on leur a prêtés. Il y avait des généraux de l'armée, des anciens généraux de l'armée de l'Union soviétique dans le terrorisme en Tchétchénie. Et vous avez vu le savoir-faire russe en Syrie. Quand je demande que l'on s'associe avec la Russie, ce n'est pas parce que je suis pro-russe ou pro-Poutine. C'est parce qu'on a vu au résultat. Et ce n'est surtout pas pour que les Russes y restent pour toujours. Parce que ma théorie est la théorie, ce que j'appelle le triangle de souveraineté. Les Africains doivent pouvoir eux-mêmes assurer leur sécurité. Ils ont les moyens. L'Europe est vieillissante. L'Afrique a des jeunes. Si l'Afrique veut monter une armée même de 10 millions, c'est probablement le continent qui est aujourd'hui le seul capable de le faire. Les jeunes dans la rue au Burkina Faso ont montré ce que la jeunesse africaine peut faire. Qu'il n'ait pas peur. Les États-Unis sont restés 20 ans en Afghanistan. Ils ont détruit ce pays. Ils ont bombardé. Ils ont tué des centaines de milliers d'innocents. Quel est le résultat pour leur lutte contre le terrorisme? Au contraire, qu'est-ce qu'ils ont fait? En partant après une débandade, ce pays qui est l'un des pays les plus pauvres, ils ont volé, je dis bien volé leurs avoirs, les avoirs de la Banque centrale, environ 9 milliards de dollars. Non seulement vous avez détruit un pays, mais en partant, vous volez, vous dites que vous avez gelé. Et l'ONU qui est là, au lieu de défendre l'Afghanistan, laisse faire. Les pauvres Afghans ont eu un tremblement de terre qui a tué des milliers d'Afghans. Ils étaient en droit au moins de recevoir ce qui est leur dû. Mais les voleurs, que sont les États-Unis d'Amérique, ont refusé de leur donner cela. Donc, les gouvernements africains ne doivent pas avoir peur. Et en particulier le gouvernement du Burkina Faso. Encore une fois, s'il est dans le choix de la population et s'il a la fibre panafricaine, il triomphera. Merci. Professeur François Ndengue, je vais à présent vous passer la parole à tous les trois pour rapidement dire un mot de fin pour sortir définitivement de cette édition de Géopolitique internationale. Alors, je vais commencer par vous, Michel Collomb. Une fois de plus, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour éclairer davantage notre lanterne sur ces sujets hautement géopolitiques et hautement importants qui engagent l'avenir géopolitique du monde, même en général. Je précisais à l'endroit des téléspectateurs à l'entame de l'émission que vous êtes journaliste, écrivain, fondateur du journal Investigation que tout le monde connaît et que vous publierez dans quelques semaines seulement votre ouvrage intitulé, voilà, avec le concours de la réalisation pour avoir l'image intitulée Ukraine, la guerre des images. Alors rapidement, en 2 ou 3 minutes, Michel Collomb, de quoi s'agira-t-il dans cet ouvrage? Nous travaillons à analyser toutes les images, enfin une grande partie
des images qui ont le plus influencé l'opinion publique en Europe et dans le monde pour montrer la part de désinformation et aider les gens à repérer quand on les manipule. C'est-à-dire que souvent, on peut avoir le réflexe de dire oui, mais j'ai vu les images à la télé, donc c'est vrai. Non. Une image par elle-même ne dit rien. Tout est dans le commentaire qui l'accompagne. Et là, il faut analyser qui, il s'agit de qui vraiment, parce que parfois il y a des inversions, on vous dit que c'est des Ukrainiens, non, c'est des Russes. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quand ça s'est passé? Parce que parfois on va chercher des images d'une toute autre époque. À quel endroit? Comment ces gens sont morts? Pourquoi? Et donc, c'est une analyse, en fait, une éducation aux médias concrètement. Je pense que ça joue, c'est très important d'avoir des instruments d'éducation générale, c'est-à-dire les gens peuvent parfois avoir l'impression c'est compliqué, c'est loin, je ne m'y connais pas, je ne suis pas spécialiste, trop compliqué, je ne peux pas comprendre et je reste passif. En réalité, c'est pas compliqué. Si on a saisi les intérêts qui sont à l'œuvre dans une guerre, y compris une guerre non déclarée, une guerre indirecte, comme c'est le cas de la guerre des États-Unis, si on a saisi les intérêts, on comprend la logique des événements. Et ensuite, si on analyse les expériences du passé, Irak, Yougoslavie, Libye, Syrie, Palestine, Venezuela, Cuba, etc., on peut comprendre les méthodes de désinformation et on peut devenir soi-même, comme je le disais, un fact-checker. Et c'est pas compliqué. On ne peut pas tout expliquer, mais c'est déjà un très bon début de dire, ben là, je ne sais pas, il y a 2 versions, il y a 3 versions. Le doute, c'est déjà le début d'une démarche scientifique et raisonnable. Et voilà, je pense que c'est nécessaire d'avoir un genre de vaccin pour ne plus se faire manipuler et surtout pour pouvoir expliquer autour de soi aux gens comment on les manipule. Je crois que c'est la première bataille, la bataille pour une information véritable sur cette guerre et les événements. Et à partir de là, on peut se défendre contre cette volonté des États-Unis de maintenir à tout prix leur domination sur le monde en faisant courir le risque d'une déflagration beaucoup plus grave et en tout cas en plongeant énormément de peuples dans la pauvreté, la misère et les problèmes. Donc je crois que c'est un appel, soyons tous des journalistes quelque part. Merci pour toutes vos analyses dans le cadre de cette édition de Géopolitique internationale. Gamal Abina, un dernier mot en quelques secondes pour sortir de cette édition. Je dirais, là, je rejoins ce qui est dit par Michel Coulon, il faudrait absolument qu'il y ait un mouvement de masse, cette fois-ci, une massification du refus de la guerre, du refus des sanctions inutiles, du refus de ne pas négocier, parce qu'il va falloir amener les gens sur la table de négociation et faire pression sur, non pas Zelensky, c'est un élément effectivement juste une sorte de pantin, mais faire pression sur le puppet master, ceux qui contrôlent tout le monde, donc les États-Unis, pour qu'ils arrêtent d'alimenter cette guerre, qu'ils arrêtent de pousser à la guerre, qu'ils arrêtent leur discours de propagande et de manipulation, et surtout qu'ils rappellent quand même que, in fine, les grands perdants dans l'histoire ne seront pas les Russes, évidemment, on l'a bien compris, ne seront évidemment les Ukrainiens, mais surtout les Européens, puisque c'est l'économie européenne qui est durement frappée. Il y a des pays qui seront rentiers, qui ne seront pas inquiétés, c'est les pays qui produisent du pétrole et du gaz. Mais là, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un mouvement qui s'organise, un mouvement de désobéissance civile peut-être, qui pousse les peuples européens, je parle bien des peuples, parce que les peuples n'ont pas voix à la parole malheureusement dans cette démocratie, qui les pousse à agir, une sorte de coordination un petit peu supra-européenne, où tout le monde parlerait à tout le monde, un peu comme le phénomène gilet jaune qui avait un petit peu fait tache d'huile quelque part, de façon très éparse. Mais cette fois-ci, je pense que c'est possible parce que il y a un péril à demeure, parce que les gens vont souffrir, parce que c'est difficile, parce qu'il y a toujours, ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'on parle de crise et 40 ans de crise systémique, mais maintenant 20 ans de crise accélérée, et que cette crise qui a été provoquée de toutes pièces par les États-Unis, qui voulaient cette guerre manifestement, qui n'ont rien fait pour l'empêcher, eh bien cette crise risque d'avoir des conséquences extrêmement lourdes et durables sur les plus faibles d'entre nous. Donc je pense qu'il faudrait commencer peut-être à ce que la vraie démocratie populaire s'exprime, à ce qu'il y ait un mouvement de masse comme ça, peut-être, pourquoi pas le boycott du coût de l'énergie, on ne paye plus leur énergie, ou simplement de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils arrêtent de se moquer de nous, parce que ça va 5 minutes. Je parle du cas français, par exemple, parce que je connais moi le cas belge. Lorsque Macron nous dit nous sommes en guerre pendant le Covid,
il fait un effet de manche assez ridicule. Bon, on a compris qu'il essaie de se mettre comme un chef de guerre, mais quand il nous dit à nouveau, nous sommes en guerre face à la Russie, je ne comprends plus. Il n'y a pas de déclaration de guerre de la Russie vis-à-vis de la France et vice-versa. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On est vraiment dans la co-belligérance. Et c'est inquiétant parce que la co-belligérance a conduit un homme qui peut déséquilibrer, un désaxé mental, je vais l'appeler comme ça pour être gentil avec lui, le ministre de l'économie français, hein, Le Maire, à dire on va faire souffrir le peuple russe. C'est ça qu'on a entendu. C'est quand même très très rare d'entendre ce genre de bêtises. Et aujourd'hui, le peuple qui va souffrir, c'est le peuple français et le reste de l'Europe. Donc il faut faire en sorte, si on est de vrais citoyens, si on s'inscrit dans une démarche de citoyenneté, de dire nous devons mettre un holà à ces dérives de cette petite élite démocratique, on va l'appeler comme ça, qui dirige tout le monde mais qui ne consulte personne. On doit les stopper. On va rappeler quand même que s'il y a une vraie démocratie, c'est le peuple qui décide et il faut que les peuples se coalisent contre ces dirigeants. Merci, Gamal Abina. Professeur François Ndengue, en 20 secondes, on sort avec vous. Professeur François Ndengue, 20 secondes, on sort de l'émission avec vous. Oui, je vous remercie. Excusez-moi. Voilà. Ce que je pourrais dire pour conclure, c'est deux choses. Premièrement, et cela a été rapidement mentionné par notre ami Gamal, c'est le mensonge de la démocratie. Il ne faut pas, et vraiment les Africains ne doivent plus se laisser intimider par cette histoire de démocratie. Je vous ai envoyé la couverture d'un livre d'un de mes amis qui s'appelle Hans von Spasskovski. C'est un blanc américain qui travaille à la Heritage Foundation et il a écrit un livre qui s'appelle Our Broken Elections. How the Left Change, comment briser. Et en fait, dans la discussion que j'ai eue avec lui, pourtant c'est l'un des meilleurs spécialistes du système électoral américain, j'ai pu lui démontrer qu'il n'y a jamais d'Amérique. Vous pouvez remonter jusqu'à George Washington. Demandez-vous comment George Washington a été élu jusqu'au président Biden. Il n'y a jamais eu une élection qui ne soit pas truquée. Donc, ne soyez pas, que les Américains ne viennent pas vous intimider. Je vous ai envoyé ce livre. Dès que vous pourrez passer ce livre, on pourra parler plus tard. Deuxièmement, je voudrais dire ceci. Le 18 avril 2013, l'Union africaine m'a invité et je me suis adressé, j'ai fait l'exposé d'ouverture à l'île Maurice devant les ministres de l'intégration. Et je leur ai dit ceci, et ils étaient tous étonnés. Je leur ai dit, l'Afrique, je leur ai parlé de, voilà le livre en question. Et voilà la couverture. Et j'invite vos téléspectateurs, s'ils le peuvent, malheureusement la traduction française n'existe pas, voilà un livre qui est écrit par l'un des meilleurs spécialistes du système électoral et du système politique et soi-disant démocratique américain, qui démontre que les élections américaines sont truquées. Et lui, bien sûr, il accuse, puisqu'il est de droite, il accuse la gauche. Mais moi, je lui ai dit lors de la discussion que j'ai eue avec lui que c'est tout le système qui est truqué. Et si on remonte jusqu'à George Washington, et je ne parle juste au président Biden, et je ne parle pas des élections des maires ou des congressmen ou des sénateurs, où l'argent a tout pourri. Il n'y a plus de démocratie en Amérique. D'ailleurs, de mon point de vue, il n'y en a jamais eu. Mais ce n'est pas le point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui. Revenons rapidement sur ce truc où quand l'Union africaine m'a invité et j'ai fait cet exposé d'ouverture de la conférence des ministres de l'intégration africaine à Maurice le 18 avril 2013. Et je leur ai dit simplement deux choses. L'Afrique a les moyens de sa défense et elle doit mettre l'accent sur sa défense. Une défense autonome. C'est exactement ce que le président Poutine a fait après la chute de l'Union, après la désintégration de l'URSS. Les Russes se sont concentrés sur leur défense. La première fonction d'un État, c'est la défense. Ce n'est pas les droits de l'homme, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas je ne sais pas quoi, ceci. Si vous pouvez avoir la démocratie, vous pouvez avoir la paix, mais s'il y a une force qui vous est supérieure, une force militaire, elle vous écrase et elle vous impose ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, nous, en tant qu'Africains, nous avons été écrasés deux fois. Nous avons été écrasés par la force militaire pour l'esclavage et la force militaire durant la colonisation. Et je disais aux ministres africains que la première... Et en cela, je n'innovais pas.
Le président Nkrumah l'avait déjà dit, et c'était d'ailleurs sa réclamation au moment où on constituait l'Union africaine, l'OUA, pardon, en mai 1963. Et si vous lisez le discours de clôture que l'empereur Haïlé Sélassié avait prononcé le 30 mai 1963, vous voyez que indirectement, il y a déjà ces préoccupations de sécurité. Malheureusement, ni l'organisation de l'Union africaine, et encore moins, je dis bien encore moins l'Union africaine, qui pour moi est une catastrophe de ce point de vue, ne s'est arrangée pour constituer cette force. Professeur François Ndengue, on va sortir de l'émission, on va conclure. Le temps nous tient à la gorge. Bon, d'accord, excusez-moi. Allez-y, vous sortez. Voilà, si vous avez terminé. Une sortie, bon. Pour la sortie, je vais dire ceci, tout simplement. Moi, je suis un économiste. Et quand je fais les calculs, parce que tout revient au calcul, et quelqu'un l'a dit tout ailleurs, je crois que c'est encore notre ami Gamal, et il a dit quelque chose d'extrêmement juste. Les armes que l'on donne à l'Ukraine, ce n'est pas un don, entre le mot don est, c'est un prêt. J'ai fait les calculs, l'Ukraine ne pourra pas, pendant les 150 années prochaines, payer. Figurez-vous que la dette que l'Angleterre a contractée, ça s'appelle le programme Lease-Ren, que a contracté à l'égard des États-Unis pour la Deuxième Guerre en 1945, l'Angleterre n'a fini de rembourser qu'au début des années 2000. Or, l'Ukraine, en sortant de cette guerre, quand cette guerre sera terminée, sera acculée de dettes et ne pourra pas rembourser et deviendra de plus ce qui restera de l'Ukraine. Donc, les calculs économiques doivent être faits, doivent être pris en compte pour que les réalités soient pleinement vues et que nous tirions des leçons de cela. D'où encore l'intérêt, et je conclus ainsi, nous devons tout faire pour arrêter le carnage. Nous devons tout faire pour qu'il y ait la paix, et l'Afrique, je le regrette, n'est pas au rendez-vous. C'est un appel que je lance aux chefs d'État africains. Ils peuvent se réunir et vraiment l'Afrique peut briller par une grande initiative de paix dans cette histoire. Merci. C'est nous qui vous remercions, pour ce François Ndengue. Merci pour toutes vos analyses. Merci d'ailleurs, à tous les trois pour vos échanges, pour ces échanges un peu plus enrichissants. Merci Michel Collong, Gamal Abina pour ce François Ndengue. Merci d'avoir été avec nous dans le cadre de cette édition de Géopolitique. J'espère avoir le plaisir de vous retrouver dimanche prochain dans le cadre de la prochaine édition. Merci surtout à vous, fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Restez bien sûr en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur la télévision panafricaine tout à l'heure. Ne ratez pas la grande messe panafricaine. Ce sera le débat sur nos antennes. On dirait d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.